Écoutez, bonjour, merci d'avoir accepté cette interview. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors donc je suis Béatrice Borel. Bien, eu un long parcours à l'UNAFAM puisque j'ai été présidente. J'ai arrêté il y a un petit peu plus d'un an maintenant. Et je suis encore administratrice et je suis référente pour les premiers secours en santé mentale. D'accord. Est-ce que vous pouvez présenter un petit peu pour les internautes qui regardent cette chaîne ce que c'est que l'UNAFAM? Alors l'UNAFAM, c'est une association essentiellement de familles et amis, de personnes qui ont des troubles psychiques, et en général ce sont des troubles psychiques, ce qu'on appelle sévères et persistants, c'est-à-dire plutôt des psychoses, mais c'est ouvert à d'autres types de troubles psychiques. Et ce sont essentiellement des familles qui ont des adultes qui sont proches, qui sont malades. Ça peut être aussi des plus jeunes puisqu'on reçoit des familles de jeunes. Donc on apporte, si D'accord. vous voulez, essentiellement, on apporte un soutien aux familles, ça c'est notre première mission. Ensuite, on a une mission de représentation des usagers de la psychiatrie, et en particulier des usagers qui ne peuvent pas se représenter eux-mêmes. On a aussi Oui. une action de déstigmatisation des troubles psychiques, et puis on participe aussi à tout ce qui est relever tout ce qui est bonne pratique, et tel que c'est vu par nous, familles, bonnes pratiques dans le soin, mais aussi dans l'accompagnement. Et, Mhm. et par ailleurs, on participe aussi à des recherches. D'accord. Donc, si on résume, vous êtes une association de familles de patients et vous avez, on va dire, une spécialité ou un pôle particulier pour les pathologies relativement lourdes comme la Ouais. schizophrénie, les troubles bipolaires, l'autisme sévère, je crois aussi peut-être. Pas En tout l'autisme. cas, pardon? Pas l'autisme, Pas de l'autisme. non. D'accord. Donc schizophrénie, on va dire trouble bipolaire, c'est-à-dire des pathologies qui peuvent, chez certains patients, être extrêmement invalidantes, avec beaucoup d'hospitalisation, beaucoup de soins aussi sous contrainte, je crois. Et donc, vous êtes une association de famille qui essaie de promouvoir la santé mentale, de promouvoir les bonnes pratiques, de vous assurer que le droit des usagers, notamment ceux qui ne peuvent pas donner leur avis parce qu'ils souffrent, je dirais, trop de leurs symptômes et qu'ils ont une difficulté à avoir un consentement dit libre et éclairé et avoir une capacité vraiment à pouvoir donner un avis éclairé, vous essayez voilà, de les accompagner dans leur souffrance, c'est ça? Oui, alors si vous voulez, bon, vous présentez avec effectivement, ce sont des familles dont les proches ont des troubles très sévères, Ouais, mais par exemple des troubles anxieux très sévères, très invalidants en ouais. fait. Hein, c'est Hmm. l'impact sur la vie des personnes qui fait qu'on dit que c'est sévère et puis persistant parce que ce sont des troubles chroniques. Mais D'accord. en même temps, si vous voulez, si on regarde le nombre d'hospitalisations sans consentement, il reste relativement faible. C'est 10% des personnes qui sont hospitalisées, et on est quand même, et on défend quand même, nous, beaucoup, le suivi en ambulatoire, tout ce qui est l'aller vers les personnes, c'est-à-dire que quand une personne a une crise, puisqu'il peut y avoir des crises qui arrivent sans éléments déclencheurs, c'est plutôt aller vers la personne avant qu'elle soit finalement hospitalisée, sauf si c'est nécessaire, bien entendu. Et donc, aussi, tout ce qui est très important pour nous, c'est tout cet accompagnement des malades, tant quand ils sont hospitalisés avec tout ce qui peut être au niveau d'éducation thérapeutique, qui nous paraît fondamental pour que la Oui. personne prenne en charge, si vous voulez, et puis tout ce qui est accompagnement après, et accompagnement à l'insertion au niveau plutôt du médico-social, qui doit être débuté rapidement, parce que si on en attend que les troubles aient complètement disparu, eh bien la personne ne peut jamais avoir de réinsertion. Donc on soutient aussi ce que font les patients, par exemple, à travers les groupes d'entraide mutuelle. Voilà. Et on a quelques D'accord. patients qui sont adhérents à l'UNAFAM. D'accord. Donc en fait, contrairement à ce que certains croient, l'UNAFAM, c'est une association qui milite aussi pour l'autonomisation Tout à des fait. patients. C'est-à-dire que votre objectif, c'est vraiment de faire en sorte qu'ils n'aient plus besoin de personne, ni de leur famille, enfin, évidemment, besoin de leur famille, tout le monde a besoin de sa famille, mais ni des besoins, je dirais, de type tutelle, curatelle, ou même sans parler de choses de mesures légales, même juste d'accompagnement dans leurs soins. L'objectif, c'est qu'ils soient autonomes vis-à-vis de leurs soins, voire même qu'ils aillent suffisamment bien pour ne plus avoir besoin de soins. Oui, Est-ce que je résume bien? alors, plus besoin de ça, hein. On sait qu'ils ont besoin de prendre un Pour traitement certains.
dans la durée, hein, pour l'essentiel quand même des adhérents à l'UNAFAM et des personnes que l'on représente, ils ont besoin d'un traitement dans la durée, mais s'ils sont bien accompagnés, s'ils sont bien pris en charge au début des troubles, c'est-à-dire si on sait repérer les troubles, parce que nous, famille, quand on a un proche qui commence à avoir des troubles, on ne sait pas, on ne met pas un nom, on dit c'est de maladie. Si c'est un jeune, on va dire c'est une crise d'adolescence. Dans les personnes qui ont des troubles bipolaires, c'est les troubles du comportement. Le conjoint, il ne sait pas forcément ce qui se passe. Et on va perdre du temps, si vous voulez. Donc, ce qui est important, et ce qui va nous amener d'ailleurs à parler de cet engagement que l'on a à travers ces premiers secours en santé mentale, c'est que si on repère de façon précoce les troubles, on peut espérer que la personne ayant été traitée précocement, les troubles seront moins importants et il y aura un meilleur rétablissement. Alors, ce qui est tout à fait juste, en tout cas là, pour l'écrasante majorité des troubles, ce que vous dites est tout à fait exact. Hein, une prise en charge précoce permet d'avoir un meilleur pronostic pour l'écrasante majorité des troubles psychiatriques. OK. Alors, moi, donc, je voulais qu'on parle un petit peu de votre... alors, c'est plus qu'un projet, parce que je dis projet, mais je crois que c'est rentré en action. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces premiers secours en santé mentale? Alors, les premiers secours en santé mentale, c'est une expérimentation qui est venue de l'Australie, et c'est plus qu'une expérimentation parce que ça fait 20 ans. Et voilà, hein, donc vraiment, c'est un dispositif qui s'est mis en place. C'était d'abord un psychiatre et une usagère de la santé mentale qui ont commencé à dire, il y a des premiers secours en santé physique, ça serait bien de prolonger et de faire la même chose pour la santé mentale. Et puis ce dispositif a commencé à se répandre, à se développer dans un certain nombre de pays, une vingtaine de pays. Il y a 3 millions de personnes qui ont été formées avec ce dispositif. Voilà. Et il y a 1 an et demi environ, un des partenaires qui est fondateur des premiers secours en santé mentale, PSSM France, avait entendu parler de ce projet. Et puis il s'est dit, alors eux, ce sont des spécialistes, c'est l'INFIP, ce sont des spécialistes de la formation en santé mentale. Ils sont allés voir Santé Mentale France, qui sont des professionnels du sanitaire et du médico-social, et puis ils sont venus voir l'UNAFAM en tant que représentants des usagers. Et là, donc, on a monté une association qui s'appelle PSSM France. On a commencé à travailler sur des statuts, et puis tout de suite, on s'est fait former. Les Australiens sont venus, et on a eu une formation. Donc, on a été une petite vingtaine à se former, alors en anglais toute la journée, vous voyez, donc vraiment quelque chose avec traducteur, mais enfin bon, voilà, donc c'était... Et après, on a commencé à travailler à l'adaptation de ce dispositif à la France. Parce que bien entendu, toutes les études qui étaient faites sur les États-Unis ou sur l'Australie, ça ne correspondait pas forcément à la France, et les chiffres n'étaient pas les mêmes, enfin voilà. Donc on a fait un premier travail de traduction du manuel, qui est un livre qui est remis à chaque personne qui fait cette formation des premiers secours en santé mentale, et on l'a adapté. Et puis parallèlement, on a travaillé sur des outils, un diaporama avec des outils, des statistiques, voir par exemple les spécificités françaises. Mais bien entendu, comme c'est un dispositif international et qui a été validé de façon internationale, c'est-à-dire que, par exemple, les Australiens ne parlent pas de la psychanalyse, hein, puisque ce n'est pas un dispositif, je ne sais pas, une thérapie validée. Voilà. Donc, on a cherché là où il y avait un consensus. Bien sûr. Voilà. Hein. Et quand on a adapté, nous, le dispositif pour la France, de la même manière, on a demandé à des experts de relire ce que l'on avait écrit. Donc, des experts sur les conduites alimentaires, sur les psychoses, sur la dépression, etc., qui ont relu, avec qui on a discuté, puisqu'il y a un gros chapitre, par exemple, sur le suicide. On a beaucoup échangé avec les experts français, voilà, pour avoir des documents aussi qui soient validés. Donc, et après qu'on ait fait finalement tout ce travail de traduction, d'adaptation, de validation, on a commencé à faire des formations tests au mois d'avril dernier. Ah oui. Voilà. Et puis les vraies formations, alors après on a corrigé, parce que si vous voulez, cette formation, elle s'adresse au grand public. Ah oui. S'adresse à des personnes qui ne sont pas spécialistes de la santé mentale. Donc, il faut que ce que l'on raconte, effectivement, ce soit bien compris et que les personnes puissent en faire quelque chose après. Et donc, après ces formations tests, on a commencé les formations.
Alors, dans un premier temps, si vous voulez, le public qui est arrivé, ça a été plutôt un public de personnes qui veulent être devenir formateurs, hein. Donc, on a essentiellement, dans les premières formations, on a eu beaucoup de monde du sanitaire, ce qui nous a un petit peu étonné, mais on a eu beaucoup de monde du sanitaire. On a du monde du médico-social. Et là, on commence à avoir le vrai public. Par exemple, moi, j'anime une formation cette semaine. Ce sont des personnes qui travaillent dans des refuges pour sans-abri. Mmh. Donc là, on est vraiment, on a une demande pour une collectivité territoriale. C'est-à-dire que là, on commence à toucher le grand public. Ouais, c'est formidable. Là, donc aujourd'hui, il y a eu combien de personnes qui ont été formées pour l'instant? Alors, pour le Quelques moment, mois après le ouais. oh, écoutez, je pense qu'il y a eu à peu près 500 personnes. On n'est pas loin de 500. Ah oui, déjà? On sera des groupes de 20, vous voyez, des 16-20. On ne va pas être loin de 500 personnes à la fin du mois de septembre. Parce qu'on a... Et alors, combien de temps dure la formation? Alors, la formation, elle dure 2 jours. C'est 2 jours, d'accord. 14 heures, c'est intense. Et les thèmes qui sont abordés, si vous voulez, on présente bien entendu le dispositif, comment il fonctionne, on présente l'intervention, le plan d'action en fait, hein, et on détaille ce qui sont les troubles anxieux, la dépression, les troubles psychotiques, l'abus de substances, et puis toutes les situations de crise qui sont le suicide dont je vous ai parlé, ça peut être des événements de stress post-traumatique, ça peut être la crise dans le cadre de psychose, ça peut être des situations de violence à partir de l'abus de substances. Donc voilà, donc tout ceci est développé pendant ces 2 jours. À partir, si vous voulez, les personnes comme support, c'est le manuel, qui est complètement indispensable, hein. Tout ce qu'on dit est écrit dans le manuel, en fait. On dit des choses en plus, bien sûr, puisque en animation, on apporte des exemples, bien sûr, hein. Voilà. Mais, et puis les personnes, donc on fait des exercices, on fait des mises en situation, donc c'est très vivant pour qu'effectivement on puisse, puisqu'on veut s'adresser à un public qui n'est pas spécialiste, qu'on ait un public dont on retient bien l'attention, pour qu'il puisse devenir ultérieurement, dans son environnement de travail, hein, par exemple, sur son lieu de quelqu'un qui travaille dans un refuge, eh bien c'est important qu'il repère si quelqu'un a des troubles. Alors, il ne va pas faire un diagnostic, il n'est pas là Bien pour faire sûr. un diagnostic, mais j'ai repéré qu'il y avait des troubles, je suis capable, d'abord, j'ai moins peur de parler à une personne qui a des troubles, je sais un peu mieux l'approcher, et quand le moment est favorable, d'abord je vais la soutenir, la réconforter, et puis je vais lui dire voilà ce qui m'a inquiété, on va lui demander comment elle se sent, et on va aider la personne à s'orienter vers des professionnels de santé et sociaux, parce que quelqu'un qui est dépressif mais qui a Bien plus de sûr. boulot, il faut aussi qu'on l'aide, qu'on lui dise il y a des assistantes sociales, il y a Pôle emploi, vous avez droit au RSA, enfin, il faut aussi que la personne elle puisse être soutenue complètement. Donc, D'accord, donc c'est à la fois, il y a une notion de dépistage et puis une notion ensuite derrière d'orientation en fonction du dépistage qui aura été fait vers des gens dont c'est le métier, que ce soit encore une fois social, médical ou autre. voilà. D'accord. Donc c'est une association, si j'ai bien compris. Est-ce que c'est une Oui, association à but non lucratif? à but non lucratif. D'accord. Elle a des financements? Comment ça se passe? Alors, ça a été compliqué parce qu'on a fait beaucoup de travail bénévole. Non, tout de suite, il faut dire, tout de suite, on a été soutenu par Santé publique France parce que ça répondait à une demande de notre ministre de la Santé, Madame Buzyn, qui était de former les étudiants. Et c'est vrai que c'est une très bonne idée de former les étudiants parce que c'est le moment aussi où il y a un certain nombre de troubles qui apparaissent ou qui s'accentuent dans des situations de stress, dans des Tout situations à fait. où on quitte le milieu familial, dans des situations où on se préoccupe de son avenir. Voilà, donc, et puis peut-être que c'est un âge où on peut penser que les jeunes vont, finalement, quand ils auront compris que ce sont des maladies aussi, des troubles comme d'autres, on peut en parler. Ils auront peut-être, qu'il y aurait moins de stigmatisation. Voilà, le pari est qu'en parlant aux plus jeunes, ça va aussi aider à se développer. Donc, Santé publique France, tout de suite, nous a soutenus parce qu'il y avait une demande de la ministre. Et c'est d'ailleurs dans le plan de la ministre, donc ça a été immédiatement. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à faire quelques sessions tests auprès des étudiants pour voir comment ça marchait dans nos sessions tests. Et puis après, le ministère s'est dit, là, si c'est eux qui forment les étudiants,
ça va nous coûter très cher. Donc, comment va-t-on faire? Et on leur a dit, Banco, nous, on a une idée, on va faire des formations de formateurs. Et la première démarre aujourd'hui. Donc, c'est vous dire qu'on a aussi avancé. Ah, super, Voilà. félicitations. Voilà. Et voilà. Et puis, on a eu, alors pour répondre à votre demande, on a eu un soutien immédiat de la Fondation de France. Ça a intéressé aussi. Voilà. Alors, après, ça a été un petit peu dur parce que pour démarrer la suite, on n'avait plus d'argent. Donc, on a vraiment travaillé bénévolement. Enfin, vraiment, ça a été une période difficile. On a notre première salariée qui est arrivée mi-août. Voilà. Parce que, de nouveau, on a eu une subvention de Santé publique France qui vient juste d'arriver, mais on avait l'assurance qu'on allait l'avoir. Et puis, on a été soutenu aussi par la Fondation Malakoff-Médéric. D'accord, donc ça, c'est quoi? Ça, c'est des assureurs, ça, non? Mutuelle. Mutuelle, pardon. D'accord. OK. OK. Est-ce que les personnes qui s'inscrivent à vos formations doivent payer? Oui. Est-ce que la formation est payante? Oui, alors la formation est payante. Alors donc, soit ce sont des personnes qui viennent en individuel, comme on a là actuellement, et le coût est de 250 € pour les 2 jours, manuel compris, qui nous coûte 30 € quand même. Hein, voilà. Compris. Soit on a des demandes de formation en intra. Par exemple, on a des discussions avec les services de la pénitentiaire, nous une AFAM, hein. Après chaque structure a sa politique. Hein. Donc, si j'ai une demande d'une mutuelle, eh bien, qui peut payer, on va lui faire payer le prix en intra, on conviendra d'un tarif. Hein. Si c'est le secteur public, dans un domaine pour lequel on pense que c'est important, on se dit les gardiens de prison, c'est important de les former. Et à ce moment-là, ben, on va faire un tarif qui fait que, ben, comme nous, chez nous, à l'UNAFAM, ce sont des bénévoles, on va pouvoir faire un tarif complètement adapté. C'est-à-dire, on va essayer chaque fois, mais en même temps, et bien évident, nous, quand on forme nos formateurs, ça nous coûte de l'argent. La formation de formateur, ça coûte 1 500 €. C'est 5 jours de formation, plus les déplacements, tout ça. Donc, voilà. Et puis, vous précisez que nos 3 organismes, PSSM France ne fait pas la formation standard de 2 jours. Hein. On l'a fait sur une demande particulière, mais ce sont les organismes, alors ce sont nos 3 organismes, mais aussi toute autre personne qui correspond au niveau du profil qui va devenir formateur. C'est pour ça que je vous disais qu'on a beaucoup de monde du sanitaire. Moi, j'ai fait une formation, il y avait beaucoup de cadres de santé qui veulent développer ce dispositif. D'accord. Voilà. Et eux, donc, les formateurs vont avoir leur propre politique par rapport aux tarifs qu'ils vont appliquer. Ça, c'est voilà, chacun, mais va faire comme il veut, comme il peut. Mais en même temps, la formation standard, si vous voulez, elle peut être accessible à un grand nombre, à condition qu'on adapte le tarif. Voilà. Bah oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Et est-ce que, par exemple, une entreprise peut financer à son salarié pour avoir, je ne sais pas, un ou 2 salariés référents dans une grande entreprise? Est-ce que l'entreprise peut financer à son salarié ce type de formation? Oui, puisque si vous voulez, on a des formations d'intra et des formations externes. La formation externe, on mélange les publics. Et donc, une entreprise peut tout à fait réserver 2 places, 3 places dans une formation externe s'il n'y a pas suffisamment de personnes pour faire la formation interne, en intra. D'accord. OK. OK. Donc là, qu'est-ce que vous envisagez pour l'avenir par rapport à cette formation? Quel est votre objectif? Est-ce que vous avez des objectifs chiffrés? Est-ce que vous avez la volonté de former un temps de personnes? Ou est-ce que vous avez des objectifs aussi qualitatifs? Par exemple, est-ce que vous voulez que dans tel domaine, les personnes soient toutes formées? Est-ce que vous avez des objectifs particuliers? Alors, si vous voulez, c'est vrai que c'est très vaste, en fait, hein, parce que, bon, Oui. voilà, c'est-à-dire qu'on pense, d'abord, on pense à toutes les personnes qui sont en contact avec des personnes qui ont des troubles psychiques. Je pense à une auxiliaire de vie, je pense à un gardien d'immeuble, je peux parler tout à l'heure je pense aux policiers. Cet été, il y a quand même un SDF qui s'est suicidé, enfin, qui essayait de se suicider, puis finalement, la police est intervenue et il a été abattu par la police. Peut-être que si le policier avait su parler à cette personne, peut-être s'il avait su lui parler, il n'y aurait pas eu ce drame. Vous voyez? Oui. Voilà. Oui. Donc, c'est vrai que ça nous a frappé. On s'est dit, tiens, celui-là, voilà. Donc, on a un public. Donc, le public est très vaste, si vous voulez. Notre objectif, là, c'est d'avoir environ, on va dire, 60-80 formateurs d'ici l'automne prochain.
Là, on arrive déjà aux 60. À la fin de l'année, on sera aux 60. Hein. Donc, vous multipliez ça par chacun va faire 3-4 formations. Vous voyez, donc on va arriver tout de suite à des chiffres relativement importants. Donc, voilà, notre objectif, c'est effectivement de développer. On se fixe des objectifs chiffrés avec Santé publique France et avec nos financeurs, c'est-à-dire qu'on a mais on se fixe aussi des objectifs de suivi qualité. C'est-à-dire, par exemple, pour le recrutement des formateurs, nos formateurs, il faut qu'ils aient une connaissance préalable de la santé mentale, parce que sinon c'est trop compliqué, ce n'est pas 2 jours qui vont permettre de... Ils font d'abord la formation standard. Hein. C'est aussi qu'ils aient des connaissances en pédagogie, communication, enfin, qu'ils aient déjà eu une expérience, qu'ils aient un regard bienveillant sur les personnes qui ont des troubles psychiques, ça paraît évident, et puis qu'ils aient aussi un réseau pour pouvoir développer ces formations. Donc déjà, il y a une sélection au niveau des formateurs, et pour garder la qualité de nos formations, qui est une de nos préoccupations, ça va être il y a des évaluations qui se font en ligne sur notre site. Donc, comme ça, on peut voir s'il y a des particularités, des personnes qui ont des difficultés particulières en tant que formateurs, ou des thèmes qui sont traités, qui ont besoin qu'on les réajuste. Donc, ça va nous permettre au niveau de la qualité. Et aussi d'animer notre réseau de formateurs, si vous voulez. Par exemple, suite à encore un problème de violence récent à Lyon, il y a un article dans Le Monde qui a été fait par des médecins qui explique le problème de la précarité des migrants. Donc, dans notre formation, forcément, ce thème-là est abordé de la violence, hein, puisque souvent en psychiatrie, c'est associé à violence. Bon, il y a cet article qui est là, il faut qu'on puisse en faire bénéficier tout notre réseau. Donc, il faut qu'on mette en place une plateforme qui est un lieu de partage d'articles. Ou dans telle région, j'ai vu par exemple le CLSM de Nice a fait tout un répertoire de tout ce qui existe dans sa région au niveau de la santé mentale. Eh bien, il faut qu'on puisse le partager. Donc, vous voyez, assurer la qualité, c'est aussi donner des outils à nos formateurs, faire des réactualisations, les travailler avec eux, et puis à un moment pouvoir échanger s'ils ont des difficultés. Voilà donc notre suivi qualité important. Donc en fait, finalement, c'est les formateurs qui viennent à vous. Enfin, c'est les futurs formateurs qui viennent à vous en disant bonjour, j'ai quand même quelques compétences dans le domaine, je souhaiterais devenir formateur pour cette formation de premier secours en santé mentale. Et vous, en fait, vous acceptez s'ils répondent au cahier des charges minimum qui est de quand même avoir une connaissance en amont sur la santé mentale et puis les capacités à être pédagogue, etc. D'accord. C'est-à-dire que si par exemple un patient ou un ancien patient qui connaît bien le domaine parce que voilà pour diverses raisons se présente à vous, il peut devenir formateur. Absolument, absolument. Tout à fait. D'accord. C'est très important, si vous voulez, parce que c'est un peu des discussions qu'on peut avoir, hein, un peu partout. C'est-à-dire que c'est aussi quelle est la place des usagers. C'est-à-dire, c'est important. Et ça se pose exactement pour les familles. Moi, je pense, en tant qu'ayant un proche qui a des troubles psychiques, que ma vision, j'ai à la partager avec les professionnels. Et ça ne peut pas être que les professionnels de la santé qui feraient ces formations, bien sûr. Tout à fait. C'est-à-dire que tout le monde a sa place. Moi, je pense que parce que il y a certaines personnes qui essaient d'opposer les professionnels, les aidants, les patients dans un truc infernal. Enfin, moi que je trouve vraiment extrêmement inquiétant d'ailleurs, extrêmement discriminant, en disant que, par exemple, il n'y a que les patients qui peuvent aider les patients, ou il n'y a que les professionnels qui peuvent aider les patients, etc. Moi, je pense que tout le monde a son importance, d'abord à sa subjectivité, et ça c'est important, à son expérience. Vous, à l'UNAFAM, vous avez quand même une cohérence interne, si j'ai bien compris, parce que vous êtes une association d'aidants faite par des aidants pour des aidants. Oui. Si j'ai bien compris. Et oui. Donc, on a un savoir, parce que le savoir individuel, il est partagé, il est analysé. Et c'est du savoir expérientiel après. Et c'est comme ça qu'on a pu écrire, faire des recommandations, si j'ose dire, de bonnes pratiques au niveau des soins, au niveau du logement, au niveau de l'accompagnement, au niveau de l'insertion professionnelle aussi, parce qu'on avait des professionnels qu'on rencontrait, des psychiatres. Non, l'insertion professionnelle, on y pensera plus tard, etc. C'était quand même quelque chose qu'on entendait. Moi, ça fait plus de 20 ans que je suis. Alors, je trouve une grande évolution, si vous voulez, mais c'est aussi cette évolution, c'est à partir aussi de nous ce que l'on apporte. Et quand j'entends, moi, des familles
parler de leur expérience avec des jeunes qui ont 20 ans, mais je trouve que les choses ont évolué. Au niveau du logement, les positions même des familles ont évolué. On n'est plus à réclamer des structures, on est plus en train de parler d'accompagnement de la personne dans un logement autonome ou dans une résidence active. Voilà. Donc, je veux dire qu'il y a des échanges entre effectivement toutes les patients, quand on leur demande ce qui est important pour eux, c'est d'avoir un travail et des relations sociales. C'est ça qu'ils demandent, les personnes qui ont des troubles. L'essentiel des personnes, c'est ce qu'elles demandent. Donc, on a beaucoup à apprendre les uns des autres et certainement pas à se couper. Et là, ben, c'est vrai que notre structure, comme ça, avec ces 3 fondateurs, eh bien, vous imaginez bien que il y a aussi des discussions en interne parce qu'il faut que chacun ait sa place, bien entendu. Sachant que je voudrais rajouter, pour ceux qui cherchent encore une fois à opposer, il ne faut pas oublier d'abord que les aidants sont beaucoup plus fréquemment que ne le voudrait le hasard, des personnes qui sont elles-mêmes concernées par les troubles psychiques, individuellement. C'est-à-dire qu'on oublie très souvent qu'il y a une composante héréditaire biologique à tous ces troubles, que les aidants, même quand ils n'ont pas forcément directement des symptômes ou quand ils n'ont pas forcément un diagnostic, ont en général aussi des particularités qui les font souffrir. Pas toujours, bien évidemment, mais parfois oui. Et donc c'est pour ça que opposer même, moi je trouve que opposer patient et aidant, quand l'aidant est un apparenté, comme par exemple un père, une mère, un frère, une sœur, c'est complètement absurde. D'abord c'est faux, c'est contre-productif. C'est opposer les gens et essayer de créer une guéguerre qui ne va dans l'intérêt finalement de personne. Et c'est surtout oublier que les aidants, de par leur activité d'aidant, sont beaucoup plus à risque de troubles psychiques, même quand ils n'ont aucun rapport avec aucune biologie, aucun facteur de stress particulier. Le fait d'être aidant est en soi un facteur de stress qui favorise les troubles psychiques. Donc ça, c'est quand même quelque chose de fondamental à prendre en compte. Être aidant, c'est dur et ça peut rendre malade, malheureusement, parfois, parce que c'est extrêmement difficile. Donc vous voyez, opposer les aidants aux malades, alors là, c'est vraiment complètement dingue, quoi, moi, selon moi. Et on n'oublie pas en plus que les aidants sont souvent des apparentés de premier degré, comme on dit nous en médecine, c'est-à-dire père, mère, frère, sœur, etc., qui donc, eux, partagent une biologie aussi en commun avec les gens qui sont en souffrance et qui eux-mêmes ont des symptômes, même s'ils ne sont pas au seuil forcément à la même intensité que les autres. Et ça, c'est vrai pour des trucs aussi bêtes que l'anxiété, que la dépression. C'est-à-dire qu'on ne parle même pas là forcément de schizophrénie. On ne parle même pas forcément d'un très grave trouble bipolaire. On parle pas forcément. C'est vrai pour les troubles du spectre de l'autisme, même légers. C'est vrai pour le trouble anxieux, le trouble bipolaire, la schizophrénie, la dépression, les attaques de panique. Et donc, opposer les aidants aux patients, c'est techniquement absurde. Et j'ajouterais que opposer les patients aux professionnels, c'est tout aussi absurde dans la mesure où on n'oublie pas que les professionnels de santé, qu'ils soient médecins ou pas médecins, peu importe, les professionnels de santé sont beaucoup plus à risque que ne le voudrait le hasard de souffrir de troubles psychiques. On n'oublie pas qu'une des professions qui se suicide le plus en France, c'est les médecins. Et c'est qu'un exemple. Aux États-Unis, c'est la première profession. C'est-à-dire que de toutes les professions aux États-Unis, la profession qui se suicide le plus, c'est les médecins. Et donc, on voudrait nous faire croire que les médecins sont parfois des gens insensibles qui n'y connaissent rien à la santé mentale. C'est la population quasiment la plus touchée par les problèmes de santé mentale. Donc, vous voyez, je pense qu'il faut arrêter de s'opposer. Et ce qui est bien, c'est que dans votre association, vous ne le faites pas. Et ça, je trouve ça très positif. Et je voulais vraiment vous dire à quel point moi, j'ai eu un choc de bon sens quand j'ai vu ce projet de premier secours en santé mentale. Je me suis dit, mais c'est tellement simple, c'est tellement évident, comment ça tient au génie, quoi. C'est-à-dire que la personne en Australie qui a inventé ça, c'est un génie. C'est-à-dire que c'est une idée hyper simple, hyper bête, et donc géniale. Et géniale parce qu'on en a tellement besoin. C'est que je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu avant cette interview ce qu'on fait sur la chaîne. L'objectif de notre chaîne YouTube, c'est vraiment d'essayer de faire connaître les problèmes de santé mentale et donc du coup d'augmenter la connaissance moyenne des individus pour effectivement arrêter la stigmatisation qui n'a pas lieu d'être. Parce que stigmatiser, on peut stigmatiser, je sais pas, il y a sûrement des choses à stigmatiser. Les méchants, c'est moins bien que les gentils. On peut stigmatiser les méchants. Mais là, il n'y a même pas à stigmatiser en psychiatrie. C'est-à-dire qu'il n'y a personne, les gens qui souffrent de troubles psychiatriques ne sont pas méchants, ne sont pas moins bien. Donc, il n'y a même pas à stigmatiser. C'est même pas qu'il ne faut pas le faire, il n'y a même pas à stigmatiser. Donc, c'est un petit peu l'objectif de notre chaîne, de faire disparaître cette stigmatisation, de faire comprendre aux gens ce que c'est les troubles psychiques pour qu'ils en aient moins peur. Et finalement,
c'est exactement ce que vous faites, vous, avec votre projet, sauf que vous le faites à une échelle considérable, avec un projet qui manifestement a été évalué depuis des années, puisque en place depuis des années, donc validé. C'est du génie, voilà. Donc c'est pour ça que je voulais absolument vous avoir sur la chaîne. Voilà, et qui continue à être évalué, bien entendu. Ouais. Et c'est vrai que quand je vous ai présenté ces premiers secours en santé mentale, je n'ai pas insisté effectivement sur. Alors, on sait que ça ne peut être qu'un élément en termes de déstigmatisation, mais c'est aussi un des objectifs. C'est d'aider, Oui. effectivement, d'apporter une aide précoce aux personnes soit qui commencent à avoir un trouble, soit qui ont une crise, qui sont en situation de crise, mais et savoir comment agir, comment les aider à aller vers un professionnel ou trouver de l'aide, tout simplement. Mais c'est aussi un objectif de déstigmatisation, mais ça, on sait que c'est complètement difficile. C'est difficile, mais en même temps, chaque personne que vous formez est l'ambassadeur de cette déstigmatisation et vous allez en former énormément. Donc, l'effet, moi je pense vraiment. Oui. Le projet de plusieurs millions à 10 ans, ça c'est sûr. Et soyons clairs, je pense que l'effet de votre activité, il va être considérable. C'est-à-dire que c'est pour ça que je voulais vraiment, et je pense que je ferai même d'autres vidéos sur le sujet, avec peut-être d'autres intervenants qui font partie de votre projet. Je pense que s'il y a un truc à promouvoir pour diminuer la stigmatisation envers la santé, envers les personnes qui ont des problèmes de santé mentale, c'est bien votre projet. C'est tellement évident que vraiment je vous remercie d'avoir accepté cette interview et de nous avoir parlé de ce projet. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai oublié de vous demander, des choses qu'il faudrait préciser? Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Bon, c'est vrai qu'on a besoin d'un soutien parce qu'on a aussi quelquefois des professionnels qui sont un petit peu réticents, on va dire ça comme ça, réticents. Donc c'est vrai que c'est des professionnels de santé, parce que comment d'autres vont parler de la santé mentale. Voilà, il y a un petit peu Ça concerne tout le monde. Mais oui, mais voilà, il peut y avoir. Donc c'est important qu'on ait un soutien, effectivement. Alors là, moi, de mon côté, là, je vous soutiens à 1000%. Je trouve que vous allez, oui. mais vraiment, sans flagornerie, parce que je ne vous connais pas, on ne s'est jamais croisé, je vous reverrai certainement jamais. Et c'est pas en plus que vous qui êtes à l'origine du truc. Vraiment, je pense que ça va sauver des milliers de vies. Ça va sauver au sens strict du terme, c'est-à-dire des gens qui ne vont pas mourir grâce à ces centaines et ces milliers de sentinelles qui sont là pour dépister, pour agir précocement, qui auront été sensibilisés, formés. C'est pas des grands spécialistes du domaine, mais c'est des gens qui sont capables ensuite d'orienter, vous savez, une trajectoire qui va vers un mur. Si on tape légèrement sur le côté, bien en amont du mur, elle passe à côté du mur et elle évite le mur. Et même juste un petit coup, voilà, quelqu'un qui est juste sensibilisé, qui va prendre le truc très tôt, et ça va vraiment changer la trajectoire des individus. Et donc, vraiment, moi, on va beaucoup en parler dans notre association à nous, des Fouines Normandie, pour essayer de faire en sorte que les gens soient dans notre association formés à votre formation. Donc, alors très important, peut-être ça m'y fait penser, on va mettre dans la description de cette vidéo les liens vers l'UNAFAM et vers ce site internet qui s'occupe des premiers secours en santé mentale. Donc si vous êtes intéressé en regardant cette vidéo pour devenir comme ça des sentinelles de la santé mentale, pour vraiment, j'insiste, et c'est du premier degré pour sauver des vies, parce que ça va sauver des vies. Si vous êtes intéressé par ça après la discussion qu'on vient d'avoir avec madame, cliquez sur le lien en dessous et formez-vous. Donc essayez de vous faire payer votre formation par votre patron ou par une grande entreprise ou je ne sais quoi. Et si vous avez les moyens, voilà, tant mieux pour vous, et dans ce cas-là, inscrivez-vous. Mais je pense vraiment que c'est quelque chose qui va vous apporter à vous de la connaissance et qui va apporter aux gens que vous allez croiser ensuite peut-être des changements, ça va peut-être changer leur vie. Donc voilà. Peut-être vous avez autre chose à rajouter. Alors simplement vous dire qu'effectivement, c'est-à-dire que là on a cette formation standard de 2 jours, mais alors après on va travailler sur d'autres modules qui sont par exemple en direction des plus jeunes, donc quelque chose de spécifique. Ça peut être aussi au niveau des personnes âgées, voilà, ça peut être au niveau de populations particulières, comme par exemple, parce qu'on sait que le taux au niveau de la maladie mentale, quand on prend dans les DOM-TOM par exemple, les taux sont très, très supérieurs à ceux de la métropole.
Voilà. Donc, on va travailler sur des populations spécifiques. Ça peut être des populations qui sont plus à risque, où on peut faire on va travailler sur des modules. Ça va se faire progressivement. Là, pour le moment, on est assez content, si vous voulez, d'avoir démarré la formation de formateurs. On va en faire 4 d'ici la fin de l'année. C'était un vrai pari d'y arriver. C'est parce que effectivement, tout le monde, au niveau de nos associations, s'est mobilisé. Et puis, ce soutien aussi de financeurs, et ce n'est pas rien. Et de la ministre, ce n'était pas rien non plus. Voilà, donc. Mais on ne va pas s'arrêter là. Voilà. Non. Écoutez, vraiment, je vous remercie infiniment m'avoir accordé cette interview. Je vous remercie encore plus et bien plus d'être à l'initiative de ce projet, d'importer ce projet en France, de le mettre en place, et vous avez tout notre soutien. Et moi, je vais faire au maximum possible la pub de votre dispositif. Et donc, écoutez, je vous souhaite une bonne journée alors. Merci, moi aussi. Au revoir. Et bravo à vous. Au revoir. Merci. Au revoir.